Alors, il faudrait lui demander s'il a des frères et sœurs. Mhm. C'est important, ça. Quels sont ses pinceaux préférés? Ah ouais, bonne idée, ça. Et quelle peinture il préfère au niveau du goût? Oui, ouais. C'est important, ça. Et est-ce qu'on dit Désé ou Daise? Hein? Important. À chaque fois, je me plante. Ouais. Bah, moi aussi. Slip ou caleçon? Ah ouais. Boxeur, perso. Mais c'est pas toi que je pose la question. Ah, c'est ça. Est-ce que... Il y a un truc qu'il faut pas qu'on oublie. Est-ce qu'il aime le curling? C'est bien ça, curling. Curling. Comment t'écris ça avec 2 L? Ouais, j'ai un doute. Q-U... Bon, de toute façon, on le fait phonétique. Hein. Ah ouais, t'as raison. Bon, bah, je crois qu'on a tout, hein. Chicken carne. Le chili... Oh oui, bien, ça. Parce que moi, je prends pas avec des gens qui aiment pas ça, hein. Bon, Comme ça, donc... bah tant mieux. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Salut, c'est Vunx. Tu me reconnais? Oui, je pense que tu me reconnais parce que tu m'as vu dans l'intro en fait. Puis dans le générique aussi. Du coup, cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est une interview de Nico Désé. Alors, on n'a pas trouvé Nico Spéré, donc on s'est rabattu sur lui. Mais qui est Nico Désé? Eh bien, c'est un peintre avec qui Grégoric et moi, on est allé faire un cours de peinture il y a quelques temps. Et donc, on vous a filmé tout ça dans la vidéo qui est sortie il y a pas longtemps. Si tu l'as pas vue, elle est dans les fiches, évidemment. Donc, on s'est dit qu'on lui poserait quelques questions, parce qu'on s'est dit, bah, ça peut être intéressant, hein, des fois qu'il a un avis sur voilà, la cuisine espagnole, ou mexicaine, je sais pas, bref. Du coup, qui c'est Nico Désé? Bah, c'est un peintre très talentueux. Très talentueux, parce qu'il a fait des trucs comme ça, ou ça, ou ça. Et puis il a gagné tout ça aussi. Hein, voilà, c'est pas mal en fait, hein, quelque part. Donc, avant que la vidéo ne commence, on n'hésite pas à s'abonner parce que ça fait un peu grandir la chaîne, surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, donc on a besoin un petit peu de votre soutien. On n'hésite pas également à mettre un pouce, à partager la vidéo et à mettre un commentaire. Je tiens à m'excuser de la qualité du son de l'interview parce que l'acoustique de la pièce et le matériel qu'on avait à disposition font qu'on n'a pas réussi à avoir un son de qualité, mais j'espère quand même que ça restera intéressant. Alors, avant de passer à l'interview, un petit mot de nos sponsors, c'est parti. Bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Cher Antonin, merci pour les 600 balles. Bisous. C'est un peu formel, le cher Antonin. Ah. Bah, je sais pas, yo. Je le connais pas personnellement non plus. Ah. Alors, Bonjour. oh putain, c'est bon ça. Bonjour Antonin. Antonin. Merci pour ta généreuse contribution. Merci, Ouais. Des bisous. Alors, ça nous donne. Bonjour Antonin. Merci pour ta généreuse contribution. Bisous. Signé Grégoric et Vunx. Voilà. Bon bah c'est bien ça. C'est pas mal. Ok. Tu veux qu'on lui envoie ou... Bah je crois, hein, parce que tu as des sous pour aller chez lui. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Grégoric. Voici le lien vers le Tipeee afin de nous organiser un voyage pour aller remercier Antonin chez lui. Ça se trouve c'est lui qui va encore mettre les sous et du coup on va aller chez lui avec ses sous. Et bon, le remercier 2 fois d'un seul coup. Ouais, il faudra une deuxième lettre. Ben, on l'écrira dans le train. Ah c'est pas mal ça. Ok. Bon bah tout à l'heure Antonin. Bonjour, je m'appelle Nicolas Désé, j'ai 29 ans, ça fait 4 ans et demi que je suis peintre pro. Donc je prends des commandes de peinture, que ce soit pour des particuliers, pour des pros. J'organise des cours, des stages et
et voilà, c'est déjà pas mal. Donc effectivement, bah oui, bonne question. Pourquoi est-ce que tu es devenu peintre pro en fait? C'est le seul truc que je sais faire de mes 10 doigts à peu près. C'est une bonne raison. Non mais en vrai, c'est une bonne raison. Voilà. Non, j'ai fait un paquet d'autres taf avant et il y en a où je me suis vite lassé, il y en a d'autres qui m'ont pas plu du tout. Et donc le seul truc dont je me lassais pas, c'était peindre des bonhommes. Et donc tout le monde m'a dit non, surtout fais pas ça, c'est nul machin. Et je me suis dit bah si, peut-être que je vais faire ça. Et puis et ça a marché. Donc. Bah tant mieux. Ouais, Tant mieux. Ouais, c'est La question individuelle. C'est pour vivre de ce travail-là. Comment on fait pour parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disent moi aussi. Je peux. Je pense qu'il y a une dose de bol. Ça sert à rien de dire que c'est que c'est beaucoup de travail. Mais je pense qu'il y a un truc qui fait qu'il y a des mecs qui s'en sortent, d'autres non, alors que des fois il y en a qui sont très bons qui s'en sortent pas. Et... Après, je pense qu'il faut s'imposer une rigueur, parce que tu travailles tout seul chez toi, donc forcément il faut se donner des horaires, il faut faire au moins 8 heures par jour, etc. Et puis il faut pas hésiter à aller démarcher des boîtes ou aller démarcher des magasins pour organiser des événements, ce genre de trucs. Et puis il y a un truc en plus, je sais pas, du bol ou je sais pas trop quoi, marketing, machin. Pour moi, du talent. Du talent. 90% de talent, 2% de chance. Non, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a du bol. Où il y a, je sais pas, un truc qui se passe et il y a des mecs qui arrivent à s'en sortir alors qu'ils sont pas forcément meilleurs que d'autres. Et puis voilà. Combien de temps ça t'a pris entre le moment où t'as commencé et le moment où ça y est, t'étais à temps plein et tu pouvais en vivre Alors moi je peins depuis que j'ai 9 ans. J'en ai 29, donc ça fait 20 ans que je peins. Et j'ai toujours peint. À l'adolescence, un chouïa moins, mais j'ai vraiment toujours peint. Dès que je me suis lancé, j'ai quasiment fait un salaire. Ah d'accord, ouais. C'était ma hantise de faire 0 le premier mois. Et le premier mois, j'ai fait genre 900 ou 1000 balles. Je me suis dit, oh, c'est pas mal. Puis le deuxième mois, j'avais un salaire, quoi. Après, je travaillais presque 10 heures au début, quoi. C'était un peu trop. Puis au début, le premier jour, tu te retrouves devant ton bureau. Je me suis dit, bah voilà, maintenant, faut que je trouve des clients, comment je fais? Donc, tu passes des annonces sur Facebook, machin. Et puis, t'as un mec qui dit, ah tiens, par exemple, pas moi un an, je te file 20 balles. Et puis, ça part comme ça, en fait. Ça part de trucs un peu con comme ça. En termes de peinture, qu'est-ce que c'était une philosophie, un truc qui une manière de voir, de concevoir la peinture? Ouais, c'est une question vaste parce qu'en vrai, je pourrais te répondre pendant des heures, je pense. Mais je pense que le Fox Smoothness de Banshee a changé pas mal de trucs, l'air de rien. Et que, ouais, effectivement, la couleur à la lumière, c'est peut-être plus intéressant que juste les fondus. Les fondus doivent servir quelque chose ou rien. Mais si tu peux détailler du coup l'approche Fox Smoothness. Ouais, le Fox Smoothness de Banshee, c'est le principe de se dire on s'en fout des transitions, on s'en fout d'être complètement fondu sur une figurine. Ce qui compte, c'est d'avoir une belle lumière, des belles couleurs et de travailler un peu la peinture comme une peinture sur toile. Bon, maintenant, il est parti à outrance dans le truc. Mais sans faire des trucs dégueulasses, ouais, c'est... Je suis assez d'accord. T'as un certain point de vue. Il y a une limite, en fait, il y a une limite à ce truc-là. Tu peux pas non plus dégueulasser ta figurine, mais effectivement, les transitions, elles sont négligeables si t'as une belle lumière, des belles couleurs, etc., quoi. Et d'ailleurs, j'ai jamais vu quelqu'un regarder un tableau et se dire waouh, comment c'est fondu. Tout le monde dit ouais, les couleurs ou le visage ou machin. La composition. La composition, voilà, il y a 1 million de paramètres qui arrivent avant de se poser la question de la technique, quoi. Et la technique ne sert que ces trucs-là, en fait. Même si on va là-dedans, dans l'art classique, on va justement plus parler de touches et donc aller analyser les coups de pinceau plus que les façons dont ils sont fondus. Ouais, carrément. Je suis pas sûr qu'on parle de fondu de toute façon. Non. On parle de dégradé à la limite, mais fondu, c'est un truc vraiment. C'est pas le même terme, mais la technique reste très similaire. Je pense que c'est parce qu'au début, les premiers mecs qui peignaient vraiment bien, ils avaient mis en avant la technique. Et du coup, tout le monde s'est dit ah, c'est ça qu'il faut faire pour réussir dans ce truc, alors que pas du tout en fait. C'est juste qu'on a mis 20 ans à s'en rendre compte, quoi. Est-ce que t'as le temps de jouer quand même? J'ai Hank, je l'ai pas ouvert. C'est vrai que c'est nul. J'achète 1000 trucs et à chaque fois je me dis ouais, c'est sûr, je vais pouvoir y jouer et j'y joue pas du tout. J'ai pas le temps de peindre pour moi, enfin très peu, et j'ai très peu le temps de jouer. C'est un peu le revers de la médaille, quoi. Quand je joue à Blood Bowl avec une figurine grise, franchement c'est vraiment honteux, alors que j'ai des figurines peintes partout, sauf les miennes, tu vois, c'est vraiment... Alors en même temps, pour Blood Bowl, c'est ce que tu disais, tu passes ton temps à les coucher, à les retourner, donc... La peinture peut prendre un peu de toute façon. Vite. Voilà. Et encore, les nouvelles générations sont en plastique, mais les anciennes générations en métal. Ouais, j'aurais peut-être pas osé. Là, ça serait vraiment resté en vitrine, je pense, celle-là. Tu parlais tout à l'heure de démarcher les entreprises. Comment tu t'y prends?
J'envoie un message Facebook. T'envoies un message Facebook le nul de la terre. Démarchage. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je fais de la peinture sur bonhomme. Vous avez des bonhommes à peindre? Ça ressemble. C'est pas très loin de ça pour le coup, vraiment. Genre, t'as un book ou t'as quelque chose pour les convaincre? Bah, même pas en fait. Je leur envoie mon Instagram, c'est mon book. D'accord, ouais. Allez, regardez, je fais ça, j'ai une page Instagram. Alors, j'ai quelques abonnés, je pense que ça aide aussi. Et puis après, oui, non, des fois on me répond même pas, il y a un vu, et puis voilà. Des fois on me dit oui, le prochain projet, et puis la boîte, à chaque projet, me dit non, le prochain. Puis voilà. Ça fait partie du jeu aussi. C'est ça, oui, ouais, clairement. D'accord. Et puis il y a plein de mecs qui ont réussi sans jamais démarcher de boîte aussi. Donc c'est pas l'exemple. Je pense qu'il faut juste oser le faire, mais c'est pas l'exemple. Quoi. C'est pas une condition pour réussir. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses qui est important pour un. Mettons que moi je suis un peintre, je me dis ah bah tiens, je me lancerais bien dans la peinture de manière professionnelle. Qu'est-ce qu'il faut, c'est-à-dire en termes techniques, en termes de mindset, qu'est-ce que tu recommandes? Je pense qu'il faut juste calculer son ratio temps-qualité. Ouais. C'est le truc le plus important. Je pense qu'il faut choisir studio ou tabletop. Je pense que les peintres d'armée, ils finissent par posséder des armées, on leur demande des armées, et les peintres studio, inversement. Je pense qu'on est pas mal à penser que les peintres ils finissent par se spécialiser. Ouais. T'as pas de mec qui finit par regarder tous les niveaux et tout, c'est pas trop possible. Et puis de toute façon, c'est chiant, ça serait très bizarre que le mec il ait deux armées à peindre, puis d'un seul coup il a une figue à peindre niveau studio, où il doit vraiment se faire chier. Et après, essayer d'établir un espèce de prix à l'heure pour tes commandes et de voir à peu près en combien de temps tu pourrais être rentable sur une figurine pour dégager un salaire, quoi. Faut compter en fait le nombre de figues que tu veux peindre par mois par rapport au prix que tu te demandes et voir si ça marche, quoi. Parce que ça c'est aussi un sujet qui revient beaucoup, c'est oui bah ouais, je veux bien faire peindre mes armées, mais sauf que mon budget c'est 2 € par figurine. Tout le temps des demandes comme ça. Donc ça on est bien d'accord, il faut arrêter. Faut arrêter tout de suite. Mais c'est un service de luxe, faut arrêter de penser l'inverse en fait. C'est un service de luxe. Alors nous on gagne pas beaucoup, donc on est la partie pardon du luxe, mais par contre pour les clients c'est hyper cher. Pour que nous on a un salaire, tu imagines combien il faut débourser pour faire peindre ses figues? C'est évidemment super cher, quoi. Et les mecs qui viennent et qui te disent voilà j'ai 40 Space Marine, j'ai 20 balles, non, bah non. C'est-à-dire faut quoi, pour mettons artisan, on va tourner autour de 10-12 € de l'heure. Moi je suis à 15. T'es à 15. Ouais, et je pense qu'il faut même plus. Il faut même plus. Ouais. Et du coup, je pense qu'il faut être autour de 20 pour être. Voilà, combien ouais, c'est ça. Mettons on part sur 20 € de l'heure avec les taxes comprises, etc. 20 € de l'heure. Si sur une figurine, mettons, là ce matin, ce qu'on a travaillé ce matin, on a passé 5 heures, on a fait visage, pantalon et manche. Bah là on n'est pas rentable. Là on n'est pas rentable. On n'est pas super rentable. Ou alors c'est censé être du super studio et super cher. Ouais, c'est ça. Comment tu établis du coup une grille tarifaire en fait mettons pour une figurine studio, voilà, on va dire. Moi j'ai commencé à 10 € de l'heure, j'ai très vite compris que c'était pas possible. Donc je suis monté à 15. Et à partir de là, je me suis dit, 15 € de l'heure, il faut à peu près une journée pour peindre une figue, ça me fait tant, du coup je demande tant aux gens, quoi. Donc, au niveau studio, il est autour de 100, 150 selon la complexité de la figue. Okay. Et puis après, ça peut monter, dès que la taille augmente, ça peut monter à beaucoup plus, quoi. T'as des figues, là, je vais peindre des figues pour 600 balles. Tu te rends compte qu'évidemment, c'est un service de luxe. Faire peindre une figue, 600 balles, c'est énorme. Mais là, c'est du studio. Là, c'est du studio, ouais. Là, on parle du studio. C'est des entreprises pour faire des box art et tout. Exactement, ouais. Après, sur du Tabletop Plus, par exemple, j'en fais aussi de temps en temps, c'est 30 € de la figue, parce qu'en fait, ça me prend à peu près 2 heures. C'est juste parce que j'ai calculé le temps que ça me prenait à peindre vite une figue et en être quand même satisfait. Je mets 2 heures, donc je demande 30 balles. C'est ça. Mais si je mettais 1 heure, je demanderais 15 balles. Vraiment. Et du coup, on parle de 30 balles pour une figurine. Pour une figurine. Ne serait-ce que pour une bande, une équipe Blood Bowl. Bah, tu vois, ça va 150 balles déjà. Exactement, ça va très très vite. Et ça, c'est mon Tabletop Plus. Moi, je fais pas de Tabletop parce que ça me saoule et j'arrive pas à être satisfait d'un truc peint en 1 heure ou moins, quoi. Mais il y a plein de peintres qui en font, quoi. On y revient à l'exigence de son niveau de... Je veux boire de l'eau. Glou 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 glou. Non, mais entre le boulot et tes figurines de jeu à toi, il y a un gap en vrai. C'est juste parce que tu sais qu'il y a quelqu'un derrière, il faut qu'il soit, faut que toi tu sois satisfait assez pour te dire que lui il va forcément être satisfait, quoi. Ouais, en plus, tu vois. Parce que toi, tu peux rusher des zones, tu t'en fous parce que tu sais que tu vas pas regarder ces zones-là et tu vas regarder la figue à 1 mètre. Mais tu sais que le client, lui, quand il va recevoir son truc, vu le prix qu'il va mettre, il va le regarder sous toutes les coutures, quoi. C'est le chat, je crois. Oui, miaou. Je pense que le plus important dans le boulot, c'est l'efficacité, le ratio temps-qualité.
Et il faut, je pense, avoir déjà une expérience, faut pas se lancer tout de suite quand on veut se lancer. Faut déjà avoir une expérience. Si tu veux faire du studio, faut faire des concours par exemple. Faut aller voir des marques sur des stands, faut aller gagner des prix, machin. Et faut essayer de tester la limite de notre niveau dans un ratio de temps. Quoi. En parlant de prix, de concours, etc., t'as un palmarès quand même relativement étoffé, mine de rien. Je voulais écrire toutes mes médailles avant que vous arriviez sur une feuille, mais j'ai oublié de le faire. Non, mais je trouve que c'est important en vrai quand tu veux être pro et tu veux proposer du studio, d'avoir été un peu voir déjà ce que font les autres, et puis de se comparer aux autres dans une compétition, quoi, en vrai. Bah, il y a peut-être aussi le côté, ça officialise ton niveau, tu vois, quelque part. Ouais, ça le rend crédible en fait, ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'imagine pas dans d'autres domaines, tu sais, devenir, je préfère du sport à très haut niveau, professionnel, sans avoir fait des compétitions. Tu vois. Ah oui, en vrai, c'est hyper logique. Sauf qu'en peinture de figues, il y en a plein qui se lancent sans avoir jamais vu les autres, etc. Donc ça donne des trucs des fois hyper absurdes. Oui. C'est vrai que quand tu regardes le marché de la peinture de figurines, t'as vraiment tout et n'importe quoi, et au niveau des prix, ça commence vraiment à 2 balles, quoi. Bah ouais. 4, je crois, j'ai vu une fois, donc c'est vraiment à 4 balles, littéralement, donc c'est vraiment... Parce que moi, 2 balles, c'est le prix que je prenais pour peindre les figues de mes potes quand j'étais au lycée, tu vois. Tu vois, c'est ça. C'est exactement ça, et c'est pour des potes. Voilà, c'est ça. Et j'avais 16 ans, tu vois. T'es pas censé faire ça une fois adulte pour des inconnus, tu vois. C'est vraiment pas... Normalement, tu payes des taxes une fois. Ah ouais. Quand t'es étudiant, oui, c'est ça. Voilà. Non, c'est vrai, c'est absurde en fait, c'est complètement absurde. Après, il y a des commandes où on me demande un schéma précis, il y a des commandes où on me laisse les libertés. Même pour les boîtes, il y a des boîtes qui me laissent la liberté et tout, donc c'est plutôt cool. Puis voilà, on me demande des fois de copier des artworks, des illustrations. Moi aussi, j'ai une question qui est plus générale au niveau de la peinture. Si t'avais un conseil à donner à tout le monde en fait pour s'améliorer en peinture. Un truc très bonne question. Que tout le monde fait plus ou moins mal. Moi j'ai lu pendant très longtemps des interviews des mecs et il y avait toujours cette question à la fin, un conseil pour les débutants, machin, et le gars répondait toujours systématiquement la dilution, faut diluer à fond, machin. Et moi j'ai grandi avec ce truc là, j'étais persuadé que l'acrylique c'était de l'aquarelle en fait, tu vois, vraiment. Et on peut peindre qu'en glacis la vie puisqu'ils l'ont dit et il est très fort, il l'a dit dans le magazine. Donc en fait pas du tout, et je pense qu'il faut tester plein de trucs tout le temps. En fait j'ai une théorie sur le fait de progresser. Je pense qu'il y a un cercle vertueux entre 3 trucs. Sortir de sa zone de confort, forcément, étudier, ouvrir des bouquins, regarder des vidéos de théorie, machin, et analyser le travail des autres. Et du coup son propre travail. Et en fait du coup ce truc là ça s'auto-alimente, ce qui fait que tu progresses très très vite quand tu te mets dans ce cercle vertueux là. Et je l'ai vu avec des mecs qui se sont mis à faire ça, et vraiment en 2 ans c'est devenu des mecs que vous connaissez je pense de nom quoi. Donc ça va très très vite. Les Johan Museau, les gens comme ça quoi. Par exemple. Lui il est que débutant, on sait pas, mais... C'est vrai parce que quand tu sors de ta zone de confort et que tu commences à tester des choses, après tu te mets à lire des bouquins pour comprendre mieux comment ça se passe, et quand tu comprends mieux tu te mets à regarder les figurines différemment, et du coup tu testes des choses sur ta figurine, et en fait ça s'auto vraiment alimente, et je pense que c'est vraiment un putain de cercle vertueux au final. Alors que la dilution, chacun dilue comme il a envie, si t'as envie de peindre en glacis tu peux le faire aussi, c'est pas un mauvais truc, c'est juste que c'est ce truc là je pense qui te fait vraiment progresser quoi. Et du coup t'aurais 2-3 bouquins à conseiller? Juste en bouquin de figues, je pense que le meilleur c'est le Figopédia. Je sais pas pourquoi il est sous-évalué ce bouquin alors que je le trouve génial. Tout le monde dit ouais le grand livre de la peinture machin. Ah, elle a sorti un autre livre après qui est mieux, qui est condensé, il y a que de la théorie. C'est bien foutu parce que t'as des schémas, t'as des exemples de figues machin. C'est trop bien en vrai. Le grand livre de la figurine il commence à dater un petit peu aussi. La moitié des chapitres ils sont un peu pas obsolètes mais ouais un peu périmés quand même. C'est normal, c'est normal aussi, bien sûr, il y a 20 ans on faisait pas ce qu'on fait aujourd'hui, et dans 20 ans on dira qu'aujourd'hui c'était de la merde ce qu'on faisait aussi. Les seuls trucs qui sont vraiment intemporels, je pense, c'est quand les mecs cherchent à faire de la justesse. Qui cherchent à avoir vraiment le bon ton, sans trop exagérer, sans trop aller chercher des teintes de fou, etc. Et tu regardes par exemple les vieux trucs de Raoul Lator, peint dans les années 2005 machin, à l'époque tout le monde faisait du caca, vraiment. C'est vrai, franchement tu regardes même les Silver Sword de cette époque là c'était un peu bidon tu vois, et tu regardes ce que lui faisait aujourd'hui c'est encore magnifique quoi, parce qu'il cherchait vraiment à mettre le bon ton dans machin sans exagérer quoi que ce soit. Les tendances changent. Bah oui en fait, forcément ouais. Il y a une époque où tout était super cramin, grim dark à fond, et puis après il y a eu des battle damage partout, et puis
Bah, à l'époque, quand Confrontation arrivait, c'était la mode de faire du LMM partout parce que waouh, c'est tout nouveau. C'est ça qu'il faut faire en fait. Ouais, c'est ça. Et Tu sais que j'étais emmerdé sur une vidéo sur le NMM. ouais. J'ai récupéré des photos de Confrontation de l'époque. Et en fait, t'es là, tu fais bah non, je vais pas les mettre comme exemple. Parce que c'est gris en fait. C'est pas NMM, c'est gris. C'était surtout c'était très plat en fait. Ouais, C'était très BD en fait, tu vois. Avec des friandes dedans, Ouais. des spirales et tout comme ça, mais En vrai, c'est NMM, très contrasté, alors qu'aujourd'hui, on a compris que le métal, ça reflète quand même beaucoup la lumière. Et tu regardes ce que fait LAN Studio, c'est incroyable quoi. Rien à voir avec même si c'était très bien pour l'époque. C'est marrant, je trouve que typiquement dans la figurine, et ton discours me conforte dans cette idée, mais le milieu de la figurine, t'as l'impression que les peintres essaient de tout inventer, tout découvrir d'eux-mêmes, alors qu'il y a un média plus ancien qui a déjà tout découvert et tout, qui est la peinture sur tableau. C'est Donc, vrai, il y a c'est déjà vrai. le NMM, il y a la C'est vrai, composition, ouais. la lumière, il y a déjà tout ça, et en fait t'as l'impression que la peinture de figurine est à part et ne s'inspire. Enfin, moi j'ai la sensation que ça s'inspire pas assez des C'est la vraiment peinture un classique. putain de microcosme où on s'est normé nous-mêmes avec nos propres normes. Bah, le fondu, tu vois. Ouais. C'est une norme qui est propre à la figurine, j'ai jamais vu ça autre part, tu vois. Et tous les autres arts graphiques, on en a rien à cirer en fait. On te dit toujours que la technique est au service de ce que tu veux faire. La figurine, non, c'est la technique le plus important, machin. Bah, il est temps d'évoluer en fait, puisqu'on l'a compris il y a 2000 ans, ce truc-là. Vraiment, pour le coup, c'est nul. Même la lumière zénitale, c'est Raoul Lator qui l'a amené de l'art classique. C'est pas, on n'a pas découvert ça tout de suite que pour mieux mettre en valeur sa figurine, il faut une lumière. Ça date de. Le mec qui tenait une chandelle, le mec il le peignait sur une tableau pendant que le mec tenait sa chandelle. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que la figurine à la base, c'est un pion en fait. C'est un accessoire de jeu. Tu vois, c'est pas. À la base, je pense qu'il y a une autre. L'approche est différente parce que tu vois, quand les premières figurines, les studios heavy metal de l'époque, la dimension artistique est très secondaire par rapport à l'aspect lisibilité, c'est un pion qui se doit se lire. Ouais, carrément, tu vois. Mais ça fait longtemps qu'on a compris que c'était aussi de la peinture et qu'on pouvait faire quelque chose. Et entre temps, il y a eu un gap. Parce qu'on est seulement en ce moment en train de comprendre que c'est de l'art, tu vois. Et encore, c'est très sujet à débat. Ouais. Pour moi, il y avait John Blanche qui, justement, il y a 25 ans, faisait déjà... en fait, ce qu'il faisait, lui, en tant qu'artiste, parce qu'il était artiste-peintre avant d'être figuriniste, Ouais. ce qu'il faisait en tant qu'artiste, l'appliquait aussi en figurine. Et le style blanchi dessus dont on parle, c'est un truc qu'il a créé un peu lui-même en appliquant ses propres techniques. Il a juste transposé. Voilà, un truc. Et du coup, en ne cherchant pas à peindre un pion, mais à retranscrire une scène. Et, Ouais, carrément. et il commence à y avoir des C'est bizarre qu'on ait mis autant de temps à comprendre ce truc, tu vois. Je trouve ça trop bizarre. Bah, autant de temps, mine de rien, c'est un art ou un artisanat qui existe depuis 40 ans, enfin tu vois, de la manière dont il existe aujourd'hui, Ouais. c'est pas quelque chose de très... En vrai, ça évolue beaucoup, hein. Même, il y a plein d'autres trucs qui évoluent beaucoup. Mais et après, t'as aussi des individus, enfin, des gens qui font des trucs qui sont vraiment, du coup, avant-gardistes, si tu veux, dans la recherche. Masclan, tu vois, qui fait... Le dieu Masclan. C'est ça, tu vois, parce que c'est pareil, en fait. On inspire. Mais quand tu regardes ces box art, c'est pas smooth, c'est pas propre, mais putain, mais qu'est-ce que c'est inspirant, quoi. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Et puis c'est un des seuls peintres qui te met de la vie, quoi. Putain, c'est ça, mais ah là là. C'est fou. Même la dernière fois, il a peint un nain classique roux, tu sais, genre tueur nain, quoi. Avec du doré, enfin, y a rien d'exceptionnel. Et tu regardes la façon dont tu l'as fait, putain, je suis resté 10 minutes devant le truc, quoi. Il a un truc en plus. Ouais, bah, c'est pour ça, tu Très, vois. très fort. Bah oui. Et du coup, tu sors vraiment du pion, tu vois, de l'aspect utilitaire de la figurine, en fait. Ouais, carrément. Et, Le Masclan il part aussi pour du jeu, enfin, il a des petits trucs 40K, machin. Pas une fois il va se louper. J'attends le faux pas, mais putain il se loupe pas. C'est un truc de fou. Quand il se loupe, il les publie pas. Hein, c'est ça. il a une armoire entière de trucs avec des yeux qui regardent dans deux directions différentes. Et du coup, est-ce que tu aurais trois artistes figurinistes à suivre? Ah oui, j'en ai même beaucoup plus que ça. On va se contenter de trois pour le moment. On va... Marc Masclan pour moi c'est le mec balèze. Juste en technique pure, il y a Kirill Kanaev et LAN Studio qui sont très très forts. Et moi la technique ça m'intéresse un peu moins. Je pense qu'il y a plus David Aroba, très très intéressant. Et en vrai, Banshee est très intéressant, même si moins ces dernières années, mais il a fait quand même assez de trucs pour rester intéressant, je pense.
Il a un CV long comme le bras et je pense que il y a des trucs du passé qui sont quand même pas mal. Voilà. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Et puis, Plaisir. la semaine prochaine, hein, les gens, je sais pas, enfin, est-ce qu'elle sort cette vidéo? À la prochaine vidéo. Voilà, c'est ça. Je suis explosé. Ah, mais c'était bien. Ah ouais, carrément, ouais. Le silicone carné.